Bonjour à tous. La société Wilhelm Furtwängler réédite le concert donné par Wilhelm Furtwängler le 12 décembre 1943 à la Philharmonie de Berlin. À cette occasion, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Guilhem Chamera. Bonjour Guilhem. Bonjour Raphaël. Et nous allons évoquer ce concert et cette publication qui est très importante à différents titres. Exactement. D'abord peut-être quelques mots sur cette série de concerts et leur contexte. Ce concert, c'est le premier d'une série de 4, du 12 au 15 décembre 1943, et il intervient dans un contexte assez troublé à Berlin, voire extrêmement troublé. Il faut savoir donc que même si la société allemande n'est pas pleinement au courant que la guerre est finie, on assiste quand même à une intensification des bombardements alliés. La Philharmonie de Berlin elle-même d'ailleurs sera détruite environ un mois plus tard, en janvier 1944. Et Adrian Aschbacher lui-même, qui est le pianiste, qui joue le deuxième concerto pour piano de Brahms, dans ce concert entièrement dédié à Brahms, lui-même a vécu une tragédie quelques jours auparavant, puisque son appartement a été détruit par une bombe qui est tombée dessus, 10 jours environ avant le concert, et il se retrouve à loger à Potsdam provisoirement. Alors, il faut savoir aussi que ces 4 concerts, 12, 13, 14, 15 décembre 1943, concert entièrement dédié à Brahms, variation sur un thème de Haydn, concerto pour piano 2 et la fameuse 4e symphonie, ces concerts avaient lieu à 5 heures de l'après-midi en raison des bombardements, et Adrian Aschbacher en parle dans une interview qu'il a donnée à Serge Dubois, qui était le premier président, si je me rappelle bien, de la société Furtwängler. Et Adrian Aschbacher parle de ce public berlinois qui est venu, au péril de sa vie, dit-il, braver les bombardements pour assister à ces 4 concerts et remplir la salle à chaque fois. Qu'est-ce qui rend ce concert unique ? C'est une bonne question. Ouais. Je crois que la spécificité de ce concert, elle tient à un mot qui est assez étrange en vérité, assez polysémique, c'est liturgie. Alors, liturgie, ça ne veut pas dire sacralité, mais ça renvoie à un champ lexical qui est proche. Et Aschbacher, toujours dans cette interview qu'il donne à Serge Dubois, dit « ça n'était pas seulement un concert, mais un culte ». Phrase intéressante. Alors pourquoi je pense qu'on peut dire que c'est liturgique ? Parce qu'en fait, ce concert, il est traversé, il est irrigué par une espèce d'énergie. Quelque chose qui se transmet, qui passe à la fois entre les musiciens, notamment on peut parler de l'osmose entre Furtwängler et Aschbacher, on en parlera quand on parlera peut-être un peu plus en détail de cette interprétation du second concerto de Brahms, de ce qui se passe entre les musiciens et puis de ce qui se passe des musiciens au public. Et dans la trace de cet enregistrement, cette trace qu'est cet enregistrement magnifiquement restauré, on va en parler d'ailleurs, que nous présentons aujourd'hui, eh bien dans cette trace subsiste quelque chose de cette énergie qu'on parvient pas pleinement à saisir, mais qu'on arrive en quelque sorte à appréhender de manière un peu intuitive, un peu autour, comme ça. Oui, cette liturgie, en fait, donc, on peut dire que c'est le fait de jouer Brahms dans ces circonstances avec le plus grand, un des plus grands interprètes de Brahms, l'orchestre berlinois avec sa tonalité, sa sombreur. Et puis l'art de Furtwängler pendant la guerre. D'ailleurs, on peut en parler un peu. La guerre voit une intensification énorme
Elle voit advenir une culmination dans l'intensité dans l'art de Furtwängler. Et on passe, c'est vraiment un moment charnière, un point de rupture dans l'art de Furtwängler. C'est-à-dire qu'on passe de on pourrait dire ce lyrisme, assez agréable d'ailleurs à écouter dans les enregistrements Polydor, assez lumineux, assez sensuel, et on passe à quelque chose de totalement différent. Un bon exemple pour s'en rendre compte, c'est la cinquième de Beethoven. C'est l'œuvre que Furtwängler a le plus dirigée dans toute sa carrière, et on s'en rend compte quand on écoute l'enregistrement de 1937, plutôt au tempi, plutôt vif, assez lumineux, assez clair, et qu'on arrive, avec cette version de 39, un peu de transition au début de la guerre, on arrive à 1943, version massive, cette espèce de mastodonte monumental, colossal, et avec ce tempo très lent, beaucoup plus lourd, beaucoup plus pesant, et la guerre va marquer de son empreinte l'art de Furtwängler, et cette empreinte va en quelque sorte planer, même après la guerre, autour de la conception de Furtwängler, par exemple dans la cinquième. Il va garder ce tempo lent au début, cet aspect assez monumental qu'il n'avait pas avant, et on pourrait dire que dans la dimension organique, proprement organique de la direction de Furtwängler, la guerre voit arriver quelque chose de nouveau. Cette dimension organique, elle prend en gravité, en fait. Alors peut-être on peut évoquer chacune des œuvres qui est interprétée dans ce concert en voyant l'évolution et la spécificité donc, de ce concert de 43 par rapport aux autres interprétations de Furtwängler. Alors d'abord, les variations Haydn. Voilà. Alors ces variations sur Haydn, je trouve, à titre personnel, bon, c'est une pure opinion, mais pour moi, ce sont les plus émouvantes de toute la discographie dont on dispose chez Furtwängler. D'abord, elles le sont rétrospectivement, elles le sont par le contexte. Et puis, elles le sont aussi musicalement parce qu'on a une souplesse, paradoxalement. Ce concert, il donne cette impression d'un hors du temps, quelque chose de libératoire. C'est vrai aussi du concerto, d'ailleurs, hein, on pourra y revenir. Et donc, il y a cette espèce d'aspect de libération où Furtwängler semble étirer le temps pour l'amener hors du temps, des circonstances qui sont très graves. Et si on la compare, cette interprétation, par exemple, au fameux enregistrement de 1951 à Hambourg. À Hambourg, oui, avec le NDR. Avec la NDR, exactement. Eh bien, avec la NDR, on a de la netteté, on a de la précision, on a toujours cette dimension organique, mais on a quelque chose de plus lumineux aussi. Et là, la couleur est paradoxalement plus nuancée, en fait. Les phrasés sont plus nuancés en 1951, mais la couleur est plus nuancée, plus riche. En 1943, Furtwängler est avec un orchestre qu'il connaît mieux, en plus, que la NDR. Et je trouve que ces variations elles tiennent vraiment une place à part dans le paysage. C'est une œuvre que Furtwängler a vraiment beaucoup dirigé, les variations Haydn. Alors je vais vous poser une question peut-être, non pas me faire l'avocat du diable, mais au moins me poser une question plutôt d'esthétique fondamentale. Si on écoute un enregistrement, c'est une trace sonore, on n'écoute pas du contexte. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. On écoute un résultat sonore, enfin en tout cas la trace d'un résultat sonore qui était l'interprétation à l'époque. Donc peut-être insister sur les caractéristiques de ce qu'on entend. Caractéristiques de ce qu'on entend, je le disais, des couleurs qui, moi, me paraissent plus riches. Résolument, on a quelque chose de très coloré. On a l'impression que Furtwängler, et c'est valable de toutes les œuvres de ce concert, vraiment étire le temps comme il ne l'a jamais fait dans cette œuvre-là. On a en même temps une puissance expressive, notamment dans les tutti. Les accords sont... Je dirais pas martelés, parce qu'ils sont, justement, comme ils sont plus précis, ils sont plus martelés en 1951. Et surtout, en fait, on a une immense unité. C'est ce qui ressort de ces œuvres à chaque fois, tout au long du concert, et particulièrement de la symphonie, on a l'impression d'un seul organisme. Et d'ailleurs, chose très intéressante, et je crois qu'on a bien fait, quand on édite ce concert, on met les variations sur un thème de Haydn sur une seule plage. Et je crois que c'est très important de vraiment saisir toute la continuité. En particulier, il y a quelque chose de frappant, c'est la dernière variation et le final. Cette dernière variation qui est une espèce de plongée dans l'abîme, dans une espèce de maelstrom complètement organique pour le coup, là encore très coloré d'ailleurs, c'est très intéressant, et Furtwängler plonge et il va faire renaître, c'est Karajan qui disait ça, faire renaître quelque chose de nouveau qu'on n'attendait absolument pas avant. Et Furtwängler fait, à partir de ces phrases aux cordes graves du début du final, il fait émerger quelque chose vraiment qui vient du néant. Je trouve ça assez ineffable en fait.
Parlons maintenant du concerto de piano. Concerto pour piano avec Adrian Ashbarer, exactement. Ce concerto pour piano, il y a une tentation qui est très grande en fait, c'est on ne peut pas ne pas penser à ce qui s'est passé l'année précédente, en 1942, avec Edwin Fischer. Disons-le tout de suite, Adrian Ashbarer, c'est pas Edwin Fischer. Il n'y a pas la profondeur, il ne sonde pas l'abîme comme le fait Edwin Fischer. Puis il n'y a peut-être pas aussi la longue fréquentation aussi de Furtwängler, fréquentation réciproque de l'interprète Oui. et de l'accompagnateur. Sur le temps, c'est vrai. Néanmoins, Ashbarer est un ami de Furtwängler. Et d'ailleurs, Ashbarer raconte que Furtwängler avait déjà opéré à la mise en place orchestrale. Et il est arrivé presque le jour même, surtout avec la tragédie qui lui était arrivée juste avant. Et en fait, ce fut tout de suite une osmose, une communion. Je ne sais plus s'il parle de communion ou d'alchimie, Ashbarer, à ce propos-là. En fait, tout s'est fait très vite de manière intuitive. Et on le pressent, on le sent vraiment quand on entend cet enregistrement. C'est un vrai dialogue. C'est peut-être, encore une fois, moins profond. Et là où je vais reparler de la libération. Oui. Là où, avec Edwin Fischer, on a l'impression d'une lutte qui s'enferme. Vraiment, Fischer sonde l'abîme, et Furtwängler le suit. Et parfois, ça devient presque un concours à la fausse note dans la gravité du propos. Là, on a quelque chose, encore une fois, comme avec les variations Haydn, de l'ordre de la libération. Oui, un naturel, une liberté. Exactement, c'est extrêmement côté naturel. improvisation. Quand on écoute cet enregistrement qui frappe à l'audition. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et pour finir, la symphonie, qui est vraiment, alors le terme est trivial, mais le clou du spectacle. Ouais, c'est tout à fait ça. Alors, pour le coup, c'est la première trace sonore de l'interprétation de cette symphonie, dont on dispose par Furtwängler. J'aurais bien aimé pas l'entendre d'enregistrement. avant la guerre, Voilà, on n'a que ça.
on n'a rien avant 43, donc. Et en revanche, on a beaucoup d'autres termes de comparaison postérieurs, d'après-guerre. Alors, avant de parler des aspects purement musicaux, je souhaiterais revenir sur l'extraordinaire travail qui a été fait par Christophe Hénault pour restaurer cet enregistrement. Il a été édité, il a été réédité, cet enregistrement. On l'a entendu, on l'a réentendu, cette quatrième symphonie de Brahms de 43. Et là, on a vraiment quelque chose d'assez inédit, je pense. Par exemple, l'exemple tout à fait parlant, ce sont les tutti. Quand on l'écoute avant, on a cette espèce de voile qui intervient, de couleurs un peu désaturées pour le coup. Et là, on retrouve vraiment la masse sonore qui gonfle, l'aspect organique est rendu, et le travail de Christophe Hénault qui vraiment magnifie cette édition, il faut vraiment le dire, c'est extraordinaire ce qu'a fait Christophe, eh bien, il rend justice aussi au travail de l'ingénieur du son, qui était Friedrich Schnapp. Et Friedrich Schnapp lui-même rendait assez bien, voire très très bien, hommage à Furtwängler. C'est une relation intéressante que celle de Furtwängler à Friedrich Schnapp. Et d'ailleurs, revenons un peu dessus. Alors, Furtwängler a rencontré Friedrich Schnapp quand Schnapp a été, je ne sais pas s'il faut dire muté, en tous les cas affecté à la radio de Berlin pour les retransmissions à partir du début de la guerre, 1939. Et Furtwängler, il faut dire deux choses à ce propos-là. Furtwängler était toujours déçu des retransmissions radio, enfin, il ne retrouvait pas le propre du concert, et en plus, non seulement il ne retrouvait pas le propre du concert, qu'on ne peut pas retrouver en réalité, mais surtout il avait l'impression que les retransmissions radio desservaient son art. Oui. Et Furtwängler n'était pas très friand du changement. Ça fait deux facteurs contre Friedrich Schnapp, a priori. Et Friedrich Schnapp a rencontré Furtwängler car le maître a demandé. Tout ça, j'essaie de restituer à peu près dans l'ordre. Ça provient d'une interview de Friedrich Schnapp qui est disponible sur le site de la Société Furtwängler dans l'onglet « Ses portraits et témoignages », si je me souviens bien. Et dans les portraits et témoignages, vous avez cette interview de Friedrich Schnapp. Si vous êtes adhérent à la Société Furtwängler, courez la lire. C'est vraiment extraordinaire. Et puis Friedrich Schnapp a beaucoup fréquenté Furtwängler. Ça a été une vraie osmose, une vraie alchimie, là encore, artistico-technique, voire tout simplement artistique. Et donc Furtwängler a parlé dans un premier temps à Friedrich Schnapp de cette méfiance qu'il avait vis-à-vis des retransmissions radio, en expliquant que ça n'est jamais la même chose qu'un concert et sa retransmission qu'il dessert. Et curieusement, ça a quand même épaté Furtwängler. Friedrich Schnapp a acquiescé. Il a dit oui, effectivement, on ne retrouve pas la même chose dans la salle qu'à la radio. C'est pas possible. Et peut-être que c'était le premier à dire ça à Furtwängler. Furtwängler a été très agréablement surpris. S'en est suivi une phase de test assez drôle en vérité. Il y a deux anecdotes là-dessus. D'abord, quand Friedrich Schnapp était en cabine, Furtwängler qui lui lance « Et la clarinette, est-ce qu'on l'entend ?» Et Friedrich Schnapp de sortir de la cabine et de dire « Mais n'est-ce pas le hautbois ?»« Si, tout à fait. » Et il y en a une deuxième que je trouve encore plus drôle en fait. Furtwängler qui lance encore une fois à la cabine « Entend-on bien la harpe ?» Et Friedrich Schnapp, qui avait une très bonne connaissance de la musique et qui avait une très très bonne oreille, très grande oreille musicale, Friedrich Schnapp, sort et dit « Mais il n'y a pas de harpe !» Et là, ce sont les musiciens qui ont répondu « Nous non plus, on n'entend pas. » Donc voilà, et derrière s'en est suivi une grande amitié entre Furtwängler et Schnapp, au point que la guerre suivant son cours, Friedrich Schnapp a été menacé d'être appelé sous les drapeaux. Et il a demandé à Furtwängler d'écrire une lettre pour le démobiliser. Ce que Furtwängler a fait, il a envoyé une lettre au ministère de la Propagande, et il a empêché le service militaire, et peut-être une mort durant la guerre, sur le front de l'Est par exemple, à Friedrich Schnapp. Et donc, quand on en revient aux enjeux artistiques, comment Friedrich Schnapp arrivait-il à servir autant l'art de Furtwängler? C'est parce que, comme l'est l'art de Furtwängler, ce sont des prises de son organiques. Ce sont des prises de son, on peut dire, qui ont de la chair, qui n'ont pas seulement du grain, mais de la chair. Et vraiment, le travail de Christophe Hénault restitue cette capacité qu'avait Friedrich Schnapp à capter ce fameux son Furtwängler qu'on pourrait incarner dans une forme de crépitement. Cette impression d'un feu permanent qui crépite. Certains diront plus transcendant, une force du dessus plutôt que du dessous. Bon. Là, c'est une histoire d'appréciation assez subjective, en réalité. Oui. Et toujours, puis la part de subjectivité, quand on utilise les métaphores pour dire ce que nous inspire, nous évoque la direction sonore. La trace sonore. Et sur cette symphonie en elle-même, on ressent à nouveau, grâce à ce travail de Christophe Hénault, encore une fois, cette masse sonore qui gonflait. Je parlais de l'organicité, on en parle tout le temps quand on parle de Furtwängler en vérité. Et Furtwängler qui donc articulait son interprétation, comment cela sonne à la perception de l'auditeur. Et j'ai cette impression, là c'est personnel, en fait d'un gigantesque poumon, on pourrait dire. Un poumon pris dans un seul souffle. Cette symphonie, c'est valable d'ailleurs aussi des variations Haydn, c'est un seul souffle. Un seul souffle qui est très étrange parce qu'il est étiré, encore une fois, sur une temporalité objective extrêmement longue,
mais qu'on ressent dans la durée vécue de manière... Ça passe très très vite. Et il y a vraiment quelque chose, un souffle qui s'éveille, et c'est d'autant plus impressionnant que la 4e symphonie de Brahms, c'est l'art de la variation portée à son paroxysme par Brahms. Et donc on pourrait dire, beaucoup de chefs prennent ce parti-là, on va caractériser les variations. Furtwängler, non pas qu'il ne caractérise pas la musique, il le fait évidemment, c'est Furtwängler, mais on a vraiment avant tout l'impression de continuité. On a l'impression d'une seule entité vitale qui se déploie. Et évidemment, dans le propos, on ressent toute la gravité dont on parlait dans le style de la guerre, et ça donne quelque chose, une espèce de... Il joue presque sur les contraires, entre explosion et implosion. Et en plus, on n'a plus de saturation aujourd'hui, donc on a vraiment une appréciation, je pense... On peut vraiment avoir une appréciation renouvelée de cet enregistrement qui est pourtant mythique. Oui, et puis à l'écoute, c'est déjà extrêmement frappant et on a une intensité ravageuse dès le premier mouvement. On se demande comment cette intensité va être soutenue et surpassée par un moment final, dans le final, pour en parler. Exactement. Et c'est le cas. Et quelque chose de nouveau surgit. Quelque chose de nouveau surgit. C'est réellement un enregistrement... mythique. Ah oui, oui. Et ce que je trouve très fort, pour citer des détails, c'est le moment où la force semble venir du dessous. Par exemple, lors de cette fameuse accélération à la fin du second mouvement, ou alors tout simplement après ce dialogue du début du dernier mouvement, encore une fois, là où on pourrait s'attendre à, typiquement comme ce que fait un héritier de Furtwängler, en tout cas quelqu'un qui admirait beaucoup Furtwängler comme Carlos Kleiber, il fait vraiment une force qui vient du dessus, voire du côté, on pourrait dire, dans l'arrivée des cordes. Furtwängler, ça part du dessous, encore une fois, on pourrait dire que ça part du néant. Et ça donne cette espèce de vertige. Et d'ailleurs, comme le dit donc Stéphane Topakian, qui travaille avec nous et qui est directeur de publication de cette édition, il y a vraiment cette idée d'être cloué sur place. Le spectateur, le souffle s'arrête. Et le souffle s'arrête alors même que ça n'est pas brutal pour dessous.
Merci Guilhem de nous avoir donné envie d'écouter, de télécharger cette nouvelle publication de la société Wilhelm Furtwängler, donc le concert Brahms du 12 décembre 1943. Exactement, et merci à tous, encore une fois, de nous suivre sur YouTube. On espère vous voir adhérer, pour ceux qui sont abonnés et qui ne sont pas adhérents, pour aller écouter ce merveilleux concert dans une qualité sonore, je le répète, inédite. Et accessoirement, d'avoir l'occasion de lire un livret signé par mes soins. Je fais un peu d'autopromo. Oui. Et j'en profite d'ailleurs, il y a un document intéressant dans ce livret, très intéressant, c'est on parlait de la Philharmonie qui a été détruite en janvier 1944. Et dans le livret, il me semble que c'est la dernière page, il y a une reproduction infographique, une reproduction numérique de la Philharmonie Berlin en couleur. Ça donne une idée d'à quoi ressemblait la salle à l'époque, la salle qui était très belle d'ailleurs. Si, on la connaît quelquefois en ruine, pour l'anecdote, parce que Sergiu Celibidache, au sortir de la guerre, a enregistré dans une captation vidéo Egmont, dans les ruines de la Philharmonie, mais ça ne rend évidemment pas justice à la salle, à l'architecture de la salle. Merci Guilhem. Merci à tous, merci Raphaël évidemment.